Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des applications mobiles avec Georges Bastien Michel, qui est le patron de Riversense. Bonjour Georges Bastien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Georges Bastien, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, comme Johan l'a dit, je m'appelle Georges Michel. Je suis le créateur, développeur d'Escalibur, un outil open source de Reverse Android dont on va parler, et le fondateur de Riversense, une entreprise, une jeune start-up qui a été créée l'an dernier. Alors, dans quel contexte, dans quel cadre on peut avoir besoin de réaliser soit un audit d'application mobile, soit du reverse d'une application mobile ? À ma connaissance, il y a trois principaux contextes. Le premier, peut-être le plus courant, c'est l'audit de la sécurité d'une application. Comme ça pourrait l'être dans le cadre d'un pentest en boîte noire type Red Team ou d'un audit avant une livraison. Ou alors ça peut être un audit de conformité par rapport à un référentiel prédéfini comme le top 10 mobile de l'OWASP ou des schémas bancaires ou les exigences de sécurité définies par des schémas bancaires ou même des certifications nationales type CSPN. Et enfin, un autre cas très répandu, c'est l'analyse de malware. Donc, par exemple, on va avoir des banques qui vont être ciblées et des clients d'une banque vont être ciblés et la première question à laquelle la banque voudra répondre, c'est est-ce que le malware qui a ciblé mon client cible spécifiquement les clients de ma banque ou tous les clients porteurs d'une carte, par exemple. Donc, c'est trois exemples de contextes où on peut avoir à faire du reverse d'applications mobiles d'un point de vue sécurité. Et en se concentrant spécifiquement sur les applications. Il y a aussi après l'aspect forensique où on va reverser carrément la device. Au niveau de PCI DSS, est-ce que ton outil a déjà été utilisé pour faire de la revue de code, du test d'intrusion Vu que tu parlais qu'il était dans le top 10 des vulnérabilités au WASP, ça colle complètement à cette certification et qui consiste à la sécurisation des données carte bancaire. Concernant PCI DSS, comme c'est un outil qui cible spécifiquement les applications mobiles et pas spécialement le côté back-end serveur, à ma connaissance, Escalibur est déjà utilisé pour l'évaluation d'applications de terminaux de paiement mobile. Tout à fait. Tu les as sur les applications de terminaux mobiles et tu as de plus en plus de terminaux qui stockent de la carte ou qui font transiter de la carte. Tout à fait. C'est aussi l'usage, le premier usage qui a été fait par Descalibur depuis 3 ans, c'est l'évaluation de l'application bancaire de paiement sans contact type HCE. Dans lequel la génération des cryptogrammes vont être faits dans le téléphone. Donc le téléphone va stocker et manipuler des assets très sensibles qui pourraient être exposés si l'application n'est pas correctement sécurisée. Et justement, les développeurs de ces applications doivent respecter des exigences très cadrées de sécurisation, aussi bien au niveau de l'obfuscation que le chiffrement des biens, que la protection de l'application contre une redistribution de cette application, etc. C'est-à-dire qu'au niveau de ton reverse, quand les auditeurs sont en train de l'utiliser, ton outil, ils sont en capacité à détecter des problèmes d'étanchéité. S'il y a un stockage dans l'application de données, un PAN, tout simplement, un numéro de carte bancaire. Alors effectivement, c'est quelque chose qui peut être détecté. C'est pas l'angle pris de base par l'outil. On pourra y revenir plus tard. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être audité. Vous pouvez rechercher, par exemple, si vous cherchiez le PIN d'une carte bancaire, vous pouvez demander à Descalibur, à partir d'un instant T dans l'application, de chercher à mémoire le PIN que vous avez saisi. Et bien sûr, Descalibur, le but de Descalibur, c'est de fournir une interface graphique facile d'utilisation pour qu'on n'ait pas à aller
faire de l'instrumentation et coder soi-même tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Et alors, comment ça marche sur la partie instrumentation? Tu fournis juste une UI sur des outils de plus bas niveau, ou il y a aussi un back-end avec justement des outils de hooking, des choses comme ça? Enfin, quelle est l'implémentation technique de l'outil? Il y a une brique sous-jacente pour l'instrumentation qui est assez connue dans le domaine, c'est Frida. Par contre, Descalibur va fournir... c'est plus qu'une surcouche, c'est plus qu'une interface, parce que le rôle de Descalibur va être d'analyser statiquement tout le code de l'application. En fait, ça va analyser la structure de l'APK, c'est-à-dire une sorte d'archive qui contient tous les fichiers de l'application. Et ensuite, ça va être capable de générer l'instrumentation d'un Frida pour les fonctions de l'application, de façon totalement autonome. En fait, Descalibur va faire de l'analyse statique sur son premier scan de l'application pour identifier des motifs, des patterns qui lui semblent intéressants à explorer. Ensuite, il va de façon autonome générer de l'instrumentation et lancer l'application. Et lorsque l'application va s'exécuter, Descalibur va collecter des données et mettre à jour sa représentation et faire avancer comme ça son analyse. Ça veut dire que si un CERT ou un SOC repère sur une Play Store non officielle une application qui usurpe l'identité d'une entreprise, on peut récupérer l'APK, faire son reverse avec Descalibur, vérifier si elle est légitime ou pas et extraire des IOC. Tout à fait. On peut aussi faire des comparaisons d'applications. Parce que en fait, Descalibur analyse toute l'application, y compris aussi ce qui se passe au niveau du téléphone. En fait, il a une connaissance globale des fonctions qui vont être appelées par l'application. Donc si vous avez deux applications qui ont le même nom, qui semblent provenir du même éditeur, et que vous voulez une comparaison, faire une différence sur la logique de ces applications, par exemple extraire les méthodes ou les classes qui ont été modifiées dans l'une des deux applications, vous pouvez faire une différence, vous pouvez calculer la différence. Ouais, c'est l'outil indispensable à avoir dans une équipe de réponse à incident qui fait un peu de monitoring. Et puis il y a quand même quelque chose que tu mets aussi en avant, c'est cette interface graphique. Il faut voir qu'elle est utilisable par presque n'importe qui, quoi. C'est quand même un plus par rapport à d'autres outils où il faut speaking assembler correctly. Par rapport à Frida natif. Oui. Ouais. Bah, là, je pense que, je sais pas si on peut parler de succès, mais Si, tu peux. Non, mais quand il y a des outils qui marchent, quand il y a des trucs qui fonctionnent, il faut être modeste, mais jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'à un moment, dire, voilà, ça fonctionne, vous l'installez, et votre APK, vous allez pouvoir l'analyser à minima. à ma connaissance, la version open source qui n'a presque pas été mise à jour depuis 1 an, et qui est très, très différente de la version commerciale. Là, nos auditeurs, tu vois, ils sont tous en PLS, là. Tu veux qu'on installe un truc qui n'a pas été mis à jour depuis 1 an? Non mais c'est normal, la version libre, c'est juste un produit d'appel pour exciter les gens pour qu'ils achètent le logiciel commercial. Non, ça je peux pas l'entendre. De l'open source, c'est un truc qui est tenu à jour. Et au contraire, les fonctionnalités des versions commerciales, c'est pour faire de la plus-value. Mais Ce n'est pas la raison. Hein. ouais. L'outil, le moteur a été intégralement réécrit. Et je voulais, plutôt que de publier une version qui serait peut-être mieux, mais qui serait une régression de la version existante, j'ai préféré laisser la version existante qui est stable, en attendant de publier la nouvelle version majeure qui recouvrira et qui sera aussi stable. Vous êtes combien de développeurs à travailler sur le core? Alors, moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Mais aujourd'hui, ça représente... Non mais au moins, il n'y a pas besoin de chef de projet. Il y a un avantage que nos auditeurs ne voient pas, tu es encore jeune. Donc tu peux passer encore des nuits blanches à coder pour nous. J'ai quand même un enfant maintenant. C'est plus difficile. Mais la nuit, c'est un moment de répit. Donc on a vu que ça pouvait servir pour du reverse. Tu disais que ça peut servir également dans le cadre d'audit. Justement, est-ce que c'est plus utilisé pour faire des audits ou pour faire du reverse, ou les deux? C'est un outil qui est fait pour faire de l'audit en boîte noire. Il ne va jamais travailler sur les sources. Il ne va pas faire de revue de code. Donc c'est vraiment une boîte à outils pour analyser une application sur laquelle on n'a absolument aucune information et faire des analyses de conformité en boîte noire.
Donc tu récupères une APK sur une Play Store. C'est la seule information suffisante, même si l'APK est obfusquée avec des obfuscateurs commerciaux ou des obfuscateurs certifiés, dans le cadre par exemple d'audit bancaire, enfin par des schémas bancaires, on va quand même pouvoir attaquer les désobfusqués de façon semi-automatique avec l'outil. Et est-ce que tu cherches à comprendre ce qui se passe ou tu cherches aussi des vulnérabilités et tu cherches à exploiter des vulnérabilités? Alors, historiquement, l'outil a été créé pour chercher et exploiter des vulnérabilités dans des applications obfusquées. Donc, le but fondamental de l'outil, la ligne directrice, c'est que l'outil soit capable de générer un hook, donc une instrumentation qui va désactiver une fonction de sécurité de façon autonome. C'est la ligne directrice de Deskyber. C'est le but qu'il veut que Deskyber doit atteindre. Et tous les développements qui sont faits vont dans ce sens. Donc effectivement, du point de vue de l'attaque, Deskyber va fournir d'autres outils clés à main. Par exemple, le fuzzing de ADB. Donc, par exemple, il existe dans Deskyber de l'instrumentation pour le client de ADB. Donc ADB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour Android Debug Bridge. C'est un outil de communication, de debug des périphériques Android, enfin des devices. Et généralement, pour ouvrir un shell, par exemple, on va faire ADB shell, où on peut envoyer différents types de commandes. Mais parfois, l'implémentation du serveur sur le périphérique est un peu customisée par le constructeur. Donc pour des personnes qui chercheraient des vulnérabilités dans la plateforme, ça peut être intéressant de fuzzer ADB, les commandes. Donc typiquement, dans Deskyber est capable d'instrumenter le client ADB et d'utiliser un faiseur de grammaire pour fuzzer les commandes qui sont envoyées par ADB au périphérique. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme fuzzer, c'est générer des choses aléatoirement, c'est ça? Oui, historiquement c'est ça, mais après il existe plusieurs types de faiseurs qui vont permettre de diriger un petit peu la façon dont justement on génère ces valeurs à tester. Le but de Deskyber, c'était aussi pour ce qui est du fuzzing de générer des informations de feedback pour pouvoir utiliser d'autres faiseurs très connus comme AFL pour fuzzer par exemple des intents ou des parties de l'application qui sont atteignables depuis d'autres applications. Alors moi j'annonce tout de suite la couleur, j'ai 3 questions. D'abord, des outils en Android, il y en a quelques-uns. Je pense à AndroGuard, je pense à Jeb Decompiler par exemple. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ton outil à toi et comment tu te compares par rapport aux autres? J'ai utilisé AndroGuard avant d'utiliser Deskyber. Alors déjà il y avait un problème d'intégration. C'est-à-dire quand on fait du reverse Android et que l'on doit instrumenter, que l'on doit faire des attaques ou récupérer des informations sensibles, en fait on va devoir travailler avec différents outils. On va utiliser AndroGuard pour explorer le flow d'exécution et ensuite on va devoir écrire notre instrumentation. Si l'application est obfusquée, il va falloir faire cet aller-retour plusieurs fois. S'il y a du natif, il va aussi falloir utiliser un IDA par exemple ou un autre décompileur pour avoir cette connaissance-là. Et au final, il n'y a aucun outil qui est entré. Il n'y a aucun IDE du pentester. Donc l'idée c'était d'avoir un burp, un peu l'équivalent de burp, mais pour du mobile. Donc ensuite par rapport à JEB, JEB est un outil donc, qui s'en rapproche. Bon, moi personnellement j'avais pas trop accroché avec l'outil quand je l'ai utilisé. Et puis surtout je voulais utiliser toute la puissance de Frida et de l'analyse dynamique et tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut collecter comme information à l'exécution pour enrichir l'analyse statique. Et ça je voyais pas trop comment le faire d'un JEB avec tout ce que je voulais amener en termes de visualisation et de génération. De toute façon, JEB est un outil commercial dont la licence coûte quelques milliers d'euros, donc je ne suis pas sûr que tu pourrais l'étendre de manière facile pour reconstruire un outil par-dessus. Et tout à fait, tu abordes un point aussi dont je n'ai pas parlé, c'est l'aspect open source. Frida est un outil libre et open source. Ça me semblait vraiment nécessaire de fournir aussi un autre outil qui soit gratuit, libre et open source.
si je décide d'utiliser Frida comme brique sous-jacente ou d'autres briques open source qui partagent la même philosophie. Et tu as déjà eu des retours sur des revues de code sur ton outil ou des contributeurs qui ont dit tiens, s'il y a telle chose qui nous surprend ou pas? Actuellement, Descalibur a eu... Enfin, officiellement sur GitHub, il y a 7 contributeurs. Mais il y a un peu plus de contributeurs puisque certaines personnes envoient des messages lorsqu'ils reversent des applications et surtout des malwares et qui trouvent des choses un peu exotiques. Ils m'envoient leurs trouvailles pour essayer de customiser l'outil. Bah des issues quoi, t'as des issues sur ton GitHub et... Ça va un peu plus... Oui, mais ça va un peu plus loin, c'est dans le sens où c'est vraiment des contributeurs actifs tout simplement. C'est des contributeurs actifs, c'est la différence entre le gars qui a une issue qui veut juste une réponse et puis le gars qui te dit non, voilà, le problème il est là, j'ai travaillé dessus, voilà ce que tu dois changer dans ton algo, dans ton code pour que ça puisse le faire. Ah oui, effectivement. Je te rassure, sur tous les projets open source, on a ça. Sur la partie R&D, là où vraiment je suis vraiment émerveillé de mes contributeurs, c'est ceux qui vont expérimenter un petit problème sur leur téléphone où potentiellement il y a une regexp qui va pas marcher parce qu'ils ont un modèle très particulier et ils me disent j'ai tel modèle et ça marchait pas, j'ai fait cette regexp, ça marche. Toutes ces personnes-là, tous ces contributeurs-là, je les remercie. Sans eux, ça pourrait pas marcher. Donc j'en viens à ma deuxième question. Sur Android, il y a quand même beaucoup de manières de générer des applications. Donc il y a ce qu'on connaît avec le Java, mais maintenant il y a du Kotlin, il y a des trucs plus compliqués avec du Cordova ou du Unity. Tu as mentionné IDEA Pro pour la partie code natif dans des librairies, enfin des bibliothèques. Qu'est-ce que tu gères? Est-ce qu'il y a des points durs? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pas du tout, par exemple? Ou est-ce que, quel que soit l'outil qui a servi à générer l'application, vu que l'instrumentation se fait au niveau du runtime, théoriquement, ça peut marcher? C'est justement une différence entre la version open source et la version commerciale. Enfin, et surtout la nouvelle version qui va venir. La version qui est actuellement publique ne supportait pas la génération d'instrumentation du natif, ce qui était un gros problème parce que la plupart des librairies, la plupart des applications qui vont faire de la crypto, par exemple, vont avoir une lib JNI bien obfusquée. Pour le haut niveau, Java, Cordova, Kotlin, il n'y a pas vraiment de différence au niveau d'Excalibur parce qu'au final, Descalibur travaille sur le fichier DEX et au niveau du runtime pour l'analyse dynamique. Par contre, la partie native n'était pas supportée. Dans la nouvelle version d'Excalibur, j'ai rajouté un backend, donc c'est Radar 2. Et on peut aussi sélectionner, j'ai préparé plusieurs intégrations avec Ghidra et IDA. Descalibur va être couplé, appairé à une device de test. Et en fonction de l'ABI de la device, il va analyser automatiquement les librairies pour la device cible. Et ça va être grosso modo sous-traité à Radar 2. Et les outputs de Radar 2 sont utilisés par Descalibur pour générer l'instrumentation sur du natif. Donc c'est comme ça. Par contre, effectivement, quelque chose qui n'est pas géré actuellement, mais dont on a connaissance, c'est les applications un peu PhoneGap, où il y a beaucoup de HTML, où en fait c'est une WebView full screen, et où tout le reste c'est un peu du Java, du JavaScript. Donc typiquement actuellement, je supporte pas l'instrumentation du JavaScript, ou je fais pas des obfuscations sur le JavaScript, mais on en est conscient, c'est quelque chose qui est d'un to-do list. Alors, tu parles de device, ça veut dire que le produit ne fonctionne que s'il y a un téléphone attaché, ou est-ce que tu peux tourner avec un émulateur? Et si tu peux tourner avec un émulateur, est-ce que tu peux tourner avec un émulateur Android x86, ou est-ce que tu tournes qu'avec des émulateurs ARM, qui sont quand même moins performants, sauf si tu vas chercher des émulateurs non officiels, comme Genymotion ou des trucs comme ça? Alors, historiquement, ça fonctionne aussi bien avec l'émulateur qu'une device physique. Personnellement, je travaillais plus avec des devices physiques, c'est la raison pour laquelle de base c'était supporté. Mais on peut l'utiliser également du coup avec avec l'émulateur, aussi du coup par le réseau, ça marche aussi pour les devices. Tout ce qui est supporté par ADB en fait est implémenté. Descalibur contient une API, à sa propre API pour ADB, et tout ce qui est faisable par ADB est faisable depuis Descalibur. Après, le choix de l'émulateur et de l'architecture n'a pas d'incidence à partir du moment où l'APK aura une librairie pour l'architecture de l'émulateur.
Donc si l'APK a que des libs pour ARM et qu'on essaie de l'émuler, enfin je pense que ça doit passer, mais je l'ai pas testé personnellement. Sur x86, enfin, je pense qu'il existe des VM. Ma troisième et dernière question, c'était à propos des plateformes. Enfin, on a beaucoup parlé d'Android, mais Frida supporte aussi iOS, il supporte macOS et probablement d'autres plateformes. Donc, du coup, potentiellement, est-ce que tu peux supporter les applications iOS avec ton outil? Ou est-ce que tu as l'intention de le faire? Techniquement, ça marche. C'est-à-dire que la version actuelle qui est pour Android, la version open source actuelle qui est pour Android, je l'ai déjà utilisée sur des pentests iOS pour avoir une interface graphique pour Frida. Mais c'est pas conçu pour. À savoir toute la partie analyse statique, décompilation, exploration du graphe, simplification du graphe qui existe dans Descalibur ne pourront pas être utilisées actuellement sur iOS. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais Descalibur contient sa propre VM Dalvik qui lui permet en fait d'exécuter symboliquement, faire de l'exécution concrète et symbolique du coup sur le bytecode de l'application afin de le simplifier. Donc ça c'est très utilisé lorsque l'appli est considérablement offusquée et qu'il y a des centaines de goto par exemple dans une fonction. Ça va redesigner le code de l'application. Et c'est toi qui as développé tout ça tout seul? Tout à fait. C'est une passion. Et est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu souhaiterais évoquer? Donc on a parlé de fuzzing, de support de certains émulateurs. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et dont tu souhaiterais parler? J'ai beaucoup parlé de ce que faisait Descalibur à la base, mais en fait c'était juste histoire d'avoir... Descalibur a été conçu de façon à avoir un socle technique un peu tout intégré, de façon à pouvoir faire des choses un peu plus évoluées par-dessus. Je vais m'expliquer. Par exemple, si vous voulez... si on veut traquer tous les accès à des fichiers, toutes les lectures et les écritures de fichiers dans le système de fichiers, dans Descalibur, c'est possible, quelle que soit la façon dont le fichier est ouvert. Il y aura toujours un syscall, mais si c'est fait dans le natif, on aura une timeline qui va nous dire à ce moment-là, il y a un fichier qui a été créé, à ce moment-là, ce fichier-là, ce descripteur-là a été lu, mais surtout, ça va dire où ça a été fait, y compris si c'est un stream dans du Java. Or, ceux qui ont l'habitude de reverser savent que, par exemple, à partir d'une instance de type stream en Java, file input stream par exemple, si on n'a pas traqué les instances file, on n'aura pas le chemin absolu associé au fichier. Enfin, on ne pourra pas faire le lien entre le stream et le chemin du fichier correspondant. Donc tout ça, toute cette magie-là, toute cette magie voodoo d'Escalibur le fait pour l'évaluateur et finalement Descalibur va tracer une timeline graphique des accès et en un seul clic l'auditeur, enfin la personne qui l'utilise va pouvoir par exemple intercepter cette écriture là lors de la prochaine exécution. Il peut même spoofer spécifiquement cette lecture là et juste cette lecture là lors de la prochaine exécution. Donc ça, il y a plusieurs features assez avancées de cet ordre-là. Si un de nos auditeurs souhaite en savoir plus sur ton produit, est-ce que tu fournis des formations, des packs de formation? Est-ce que tu as du training online? Tu sais, tu as des petits tutos. Le but n'est pas d'apprendre le reverse, ça c'est clair. Si le mec ne sait pas ce que c'est que du reverse, il faut qu'il passe à autre chose. Mais quelqu'un qui fait du reverse, qui est habitué à IDEA, est-ce que facilement il va appréhender ton produit ou au contraire, tu as prévu des petits tutos bah tiens, voilà, tu récupères un APK, voilà comment tu fais de l'analyse. Je pense que l'outil est facile à utiliser de façon basique. Non mais t'es le concepteur, ça marche pas, ça arrête. C'est pas vendeur ça. Mais si, c'est l'objet de l'outil, c'est justement d'avoir une interface accessible. Le concepteur, il sait déjà avant la question la réponse. Alors que l'utilisateur de base, il va arriver devant le produit, il va dire super, clicodrome géant. Non mais l'utilisateur de base qui fait du reverse d'application mobile, excuse-moi, il n'est pas de base. Hein. Il est déjà avancé. Tu veux dire que les auditeurs bancaires sont tous des auditeurs avancés? Oh, merci. Non, les auditeurs de nos limites sécu qui font de la rétro-ingénierie sont déjà des informaticiens avertis, qui avec Descalibur n'auront pas de difficulté avec l'interface. Donc la prise en main, pour revenir sur le point,
elle est extrêmement facile. Tu considères que un reverseur avec des données, avec une formation classique, a aucune difficulté à l'appréhender. Il voit tout de suite la plus-value, tous les avantages que tu nous as dit là pendant ces quelques minutes. Il se dit, ok, j'utilise ça avec IDEA en complément et je plie mon audit ou mon test d'intrusion. Le but, c'est que l'interface soit auto-documentée. C'est que ce soit vraiment facile d'utilisation. Non, mais au contraire, c'est une super approche. En fait, je veux que la personne qui l'utilise reste concentrée sur ce qui est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher, c'est d'identifier une fonction de sécurité, c'est de trouver comment la contourner, c'est de créer son contournement, c'est de l'exploiter. Je veux pas qu'il perde du temps à lire de la doc, désobfusquer, parcourir, chercher dans la doc Android ce que fait telle classe, etc. Et typiquement, pour les IOC, pour les strings, avec le système de raffinement dont j'ai parlé plus tôt, dans lequel, lors de l'instrumentation, des valeurs sont collectées et récupérées par Descalibur et croisées avec l'analyse statique, en fait, ça va beaucoup plus loin. Descalibur va analyser toutes ces chaînes de caractères-là, tous ces tableaux d'octets, et va détecter des patterns. Et donc, le but, c'est que l'analyste, lorsqu'il va chercher les strings, par exemple, il va pas trouver que les strings qui sont statiques dans le binaire. Il va trouver aussi toutes les strings qui ont été utilisées lors de l'application, au runtime. Tu as prévu dans le parcours d'analyse, justement, qu'il ait toutes ces informations comme tout reverseur doit chercher, et sans se prendre la tête, quoi. Il a directement accès à l'info. C'est ça. Je voudrais que l'analyste ait autant d'informations qu'il en aurait lors de l'analyse statique, sauf que là, il y a eu l'exécution, s'il y a de l'obfuscation et des packers, tout le code est chargé, etc. Et tu conseillerais quoi comme type de largeur d'écran quand la personne reçoit toutes les infos? Parce que si tu prends certains outils, c'est plus un 49 pouces qu'il faut aujourd'hui, on est carrément à l'écran de 3 mètres. Dans ton cas, toi, tu considères quoi? Un écran de 20 pouces, ça suffit? Un 24, un 27 pouces? Marc Fred, il faut un casque de VR pour naviguer dans l'interface. Mais c'est intéressant comme question parce que... Ouais, c'est le truc que tout le monde sourit, mais quand tu te retrouves devant des centaines ou même des dizaines d'informations et que tu commences à les développer sur ton écran, t'as beau avoir 2 écrans, même des 34 pouces que tu veux, à un moment, tu as une limitation. C'est-à-dire que quand tu commences à partir dans toute ton analyse, moi, c'est ce que j'ai constaté, on est arrivé, maintenant, on a des murs d'écran, quoi. C'est pas parce que je l'ai développé que je considère ce que je vais dire, mais... T'as super bien pensé l'interface humaine. Quand tu regardes ton IHM, elle est top. La vraie valeur ajoutée, c'est l'interface graphique. Parce que l'interface graphique, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, pour l'analyste, l'information, elle est dans ce qui est affiché. Et il faut que l'information soit pertinente. Ça sert à rien de noyer la personne qui utilise l'outil. Typiquement, Descalibur instrumente beaucoup de fonctions par défaut. Et si on regarde juste les logs de l'exécution, effectivement, on va voir plein de choses hyper intéressantes. Si on regarde la synthèse, ou si on explore avec les tags, on va tout de suite identifier quel était l'obfuscateur. On n'aura même pas besoin de se dire tel bytecode a été téléchargé et chargé dynamiquement ou un truc comme ça. On peut directement explorer la partie intéressante de l'application sans aller se palucher des milliers de lignes de logs, ce qui n'empêche pas de les parcourir. Et typiquement, par rapport à avoir des logs dans la console en utilisant Frida, dans Descalibur, chaque log de hook est interactif. Par exemple, si le hook c'était l'accès à un fichier ou l'instanciation d'un fichier, il y a le chemin absolu qui est calculé et avec un clic droit, on peut ouvrir le fichier. Donc si le fichier existait lors de l'exécution mais qui n'existe plus, et suivant les options l'exécution, le fichier a été copié sur l'hôte et le contenu est lisible. Parfois, c'est sur la device et il faut accéder à la device. Un autre exemple, parfois le fichier ne va pas être accessible en tant qu'utilisateur shell ou non privilégié sur le téléphone. Mais peut-être que le téléphone est routé ou alors vous avez un exploit avec une élévation de privilèges. Mais la façon d'élever les privilèges est configurable dans l'outil. Donc lorsque vous voulez accéder à un fichier, vous pouvez lui dire d'utiliser l'accès privilégié et il va faire l'exploit et utiliser cet exploit-là pour aller lire le fichier par exemple. Ou alors juste faire un SU pour aller lire le fichier. Et donc on se retrouve avec un écran de combien de pouces? Moi de mon côté c'est 27 pouces. Mais... Est-ce que tu as besoin de clients bien sûr, mais est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu envisages d'avoir un réseau de revendeurs? Ou peut-être tu cherches des gens qui pourraient faire la promotion
de cette solution ou peut-être dans d'autres pays. Enfin, voilà, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Déjà, j'ai besoin d'utilisateurs payants, de clients. Voilà, de clients. Donc, on espère que les auditeurs n'hésiteront pas. Alors comment déjà on fait pour acheter un logiciel chez toi? C'est-à-dire que concrètement, est-ce que tu payes un abonnement, un logiciel, tu as des offres sur mesure du type vous avez une équipe, vous êtes un CERT, vous avez une équipe de reverseurs, on vous fait une licence sur site, une licence par utilisateur? C'est très intéressant ce que tu demandes parce que du coup, j'ai loupé un aspect de l'outil qui est qu'il est collaboratif. Enfin, il est utilisable collaborativement. Que ce soit sur le même réseau ou même ad hoc, avec 2 licences utilisateurs, on peut s'authentifier sur l'instance de l'autre. Tu as 2 reverseurs dans ton équipe, le premier commence l'analyse et puis pour une raison XY, il doit passer à autre chose, ou il prend des congés, etc. Il y a un deuxième qui peut reprendre son travail. Et quand il revient par exemple de congé, il va retrouver tout le travail qui a été fait par son collègue ainsi que sa première partie. Ouais. C'est très utilisé. Enfin, c'est déjà plus ou moins le cas dans les labos où plusieurs personnes vont reverser des choses différentes. Même pour des équipes d'auditeurs, attends, c'est un super truc. Quand tu as des équipes d'auditeurs sur du PCI DSS sur des grands périmètres, tu n'as pas qu'un seul auditeur, tu as plusieurs auditeurs. Typiquement, lorsque je travaillais avec des personnes lorsque je travaillais avec des personnes qui faisaient de la crypto, en fait, moi je faisais les hooks pour bypasser les différents checks de sécurité pour que eux puissent faire leurs attaques. Et ensuite, je leur donnais le projet. Et eux, ils pouvaient utiliser tous les hooks qui étaient déjà créés. Ils n'avaient plus besoin de toucher à cette partie contournement des fonctions de sécurité. Eux pouvaient se concentrer sur attaquer leur crypto ou leur whitebox. Mais même au-delà de ça, la collaboration, ça va dans le renommage des fonctions. Tout est partagé. Les commentaires, je pense que pour des certes, c'est très intéressant puisque ça peut... les boîtes de threat intel, par exemple, parce que ça leur permet de partager... de garder une trace de l'info ou de partager ces infos-là dans leur équipe. Pour ma curiosité personnelle, tu as développé l'outil en quoi? Alors, un TypeScript. En fait, historiquement, il était un JavaScript, mais quand ça devenait... Au bout de 50 000 lignes, ça commençait à devenir touchy à maintenir. Donc, j'ai voulu passer sur quelque chose d'un peu plus, un peu plus auditable. Oui, non, mais c'est un bon choix. C'est du Node.js, en fait, derrière. Oui, tout à fait. En fait, Node.js... je suis très impressionné des performances parce que sur des grosses applications comme WhatsApp ou YouTube, on est sur 30 à 40 000 classes dans l'APK, il y a plus de 5000 méthodes. Au niveau des instructions, sans parler du natif de mémoire, il y a 9 millions d'instructions au niveau du bytecode. Ces instructions, elles sont toutes parsées et analysées en fait, puisque Skylibur construit un énorme graphe. Ça, Node.js le gère très très bien en mémoire. Sans trop exploser l'arme. J'ai pas eu de raison de passer sur autre chose. J'étais complètement satisfait, y compris les utilisateurs étaient satisfaits des perfs. Mais revenons aux licences. Donc comment tu fais ton modèle économique? Parce que là, on a vu qu'il y avait un aspect collaboratif, il y a un aspect unitaire. Est-ce que tu différencies les versions? Est-ce que tu fais des prix pour la recherche ou pour les étudiants, etc. Effectivement, il y a plusieurs modes de pricing. Ne serait-ce que parce que les clients ont des objectifs métiers différents. Il y a un produit de base d'Excalibur, le socle technique d'Excalibur Pro, mais dessus il y a des extensions en fonction des besoins métiers des clients. Par exemple, si vous faites du pentest, vous serez plus intéressé par l'extension conformité qui amène une base de connaissances de référentiels qui vont guider l'analyse. Le but ultime sur l'aspect conformité, c'est la génération d'un rapport qui reprend la compréhension de l'application que d'Excalibur a de l'application. Donc d'Excalibur est en capacité à générer des rapports sur l'audit de conformité, oui. Sur l'audit de conformité, c'est hyper important. Attends, c'est un point... C'est une analyse qui est semi-assistée, dans le sens où l'outil va détecter des patterns, mais va aussi laisser la liberté à l'analyste de faire sa propre recherche et de taguer des chemins d'exécution ou des données comme étant intéressantes ou de faire des captures d'écran et de les garder de côté. Il va les associer à des topics du référentiel et à la fin, d'Excalibur génère un template de rapport pour ce référentiel. Donc ça, c'est un exemple pour l'extension conformité. Donc j'ai fait plusieurs extensions comme ça de façon à ne pas avoir une usine à gaz mais plutôt des spécialisations par domaine. Voilà. Donc au niveau du pricing, il y a une licence de base
et ensuite les extensions un peu sur le mode DIDA qui sont achetées unitairement. Il y a 2 modes de licence, un mode licence nominale à un prix plutôt attractif, je ne sais pas si on peut en parler, et ensuite un mode de licence serveur. Si vous avez s'il y a plusieurs personnes dans l'équipe, si vous souhaitez centraliser les données sur le serveur plutôt que d'avoir les données qui sont sur les postes des utilisateurs. C'est très intéressant aussi s'il y a des soucis, des contraintes de confidentialité. Donc il y a un mode serveur avec des licences flottantes, donc, avec une instance qui tourne sur un serveur et Descalibur qui est installé sur les PC des analystes. Ce qui est prévu à l'avenir, c'est pas encore à l'œuvre, mais c'est d'avoir une version SaaS. C'est pas proposé tout simplement pour des contraintes de confidentialité. J'ai pas envie que les personnes aillent stocker sur nos serveurs des vulnérabilités qu'ils auraient découvertes dans les applications. Mais par contre, ça peut aider des personnes qui auraient un APK et qui veulent juste analyser cet APK-là sans rien installer, de le faire facilement sur notre plateforme. Un peu comme on peut le trouver. Il y a déjà des outils de ce style, un outil qui s'appelle APK Lab par Avast, qui fait quelque chose de similaire, mais nous, ça serait Descalibur quand même, ça serait beaucoup plus profond. Donc pour te contacter, on doit passer par ton site web. Comment que ça se passe ? Actuellement, il n'est pas possible d'acheter en ligne de façon tout automatique par carte. Tu veux dire que tu n'es pas encore sur Amazon ? Ça ne saurait tarder. Le but, c'est que tout le monde l'achète. Tu te mets en prime, tu vas voir, ça va super bien marcher. Mais du coup, ouais, effectivement, il faut aller sur le site de reversense.com et me contacter, demander un devis. Je pense qu'il y a quantité de liens sur le site qui permettent de me contacter. Mais vous pouvez aussi passer par LinkedIn, ça marche aussi. Et concernant la roadmap, qu'est-ce que tu as prévu comme surprise pour nos auditeurs en 2022 ? Ou même voir pour Noël 2021 ? Un code promo, ça serait pas mal. Un code promo NLS. Noël 10%. N'essayez pas Noël 20, ça va pas marcher. Ok, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin ? Utilisez Descalibur. Faites-vous plaisir en hookant et inspectant tout ce que vous pouvez sur votre téléphone. Faites-vous plaisir. En reversant, j'ai pas d'autres mots. Ok. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.